Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de Vivre en voyage, le podcast. Dans l'épisode précédent, j'ai raconté mon premier voyage en solo en Europe de l'Est et la révélation que j'ai eue sur le fait que un autre mode de vie était possible, celui justement de vivre en voyage. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode et je vais vous parler de mon premier voyage solo en Thaïlande. Les premiers podcasts sont un peu chronologiques, mais c'est parce que j'aimerais vraiment pouvoir expliquer ma trajectoire de vie et qu'est-ce qui m'a amené en fait à vouloir vivre en voyage et à y arriver. Donc suite à mon voyage solo en Europe de l'Est, je rentre en France pendant 2 mois et je décide de partir en Asie. Car je fais un voyage en Turquie, notamment à Istanbul, et j'ai un tout petit aperçu de l'Asie et je suis absolument fascinée. Je dis à ma mère, je pars, je sais pas quand est-ce que je reviendrai, certainement jamais. C'est vraiment une illumination, je me suis dit mais attends, c'est quoi ça? C'est quoi ce continent? Ça a l'air dingue, j'y vais. Et puis surtout, ça a l'air immense. Donc le 9 janvier 2020, je pars en Thaïlande pour 1 ou 2 mois. Et en fait, j'avais prévu de faire un road trip dans l'Asie du Sud-Est, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Cambodge, Laos, Vietnam, Birmanie et Philippines. Donc, entre-temps, j'ai quitté mon copain, mon travail à Paris, mon appartement. Enfin, j'ai vraiment coupé court, quoi. J'ai juste pris ma thune et je me suis taillée, en gros. Donc, j'arrive en Thaïlande et en fait, au début... Donc, je débarque totalement. J'arrive dans un hostel. Je décide d'aller sur les îles. Je me dirige vers Koh Lanta. Et en fait, je passe les premiers jours à Koh Lanta un peu seule. Et c'est vraiment très, très dur. C'est hyper dur parce qu'en fait, à ce moment-là, ce qui se passe dans ma tête, c'est que j'entends une petite voix, mais j'ai vraiment l'impression d'être folle. J'entends une petite voix hyper négative qui me dit « Mais t'es nulle, t'arrives à rien, mais qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu fous là ?» Non mais tu te fous de ma gueule, non mais tu crois vraiment que tu peux faire ça toi? Enfin vraiment des trucs horribles. D'ailleurs j'ai écrit un article sur mon blog lasttourist2020.com où j'explique justement ce bad trip et en fait ça a duré vraiment pas mal de jours, environ 2 semaines et en fait c'était horrible. J'entendais cette voix dans ma tête sans cesse, toujours en train de me rabaisser, toujours en train de me critiquer et en fait c'est juste mon cerveau qui pétait un câble parce que j'avais tout plaqué et qui se disait mais qu'est-ce que tu fous? Zone de confort, alerte, emergency. Et en gros c'était hyper dur. Je suis arrivée même au stade où je ne pouvais rien faire d'autre que m'allonger dans l'eau à faire les toilettes de mer, enfin la planche, pour avoir la tête sous l'eau et essayer de me relaxer, regarder le ciel et essayer de faire taire cette voix à l'intérieur de moi. J'avais des insomnies, je pouvais pas dormir, enfin c'était vraiment horrible. Et en fait, au bout de quelques jours, je rencontre un mec complètement taré, un Américain qui vit à Bali, enfin déjà laid et en plus vraiment bizarre. Mais pas non plus de la folie pure et dure. Genre le gars, t'as l'impression qu'il est normal. Bref, et en fait lui, bon, je sais pas ce qu'il fait à Bali, enfin, je passe les détails, mais bon voilà, ils aident des couples à s'épanouir sexuellement, enfin, je sais pas trop ce qu'ils foutent là-bas avec sa copine, je sais pas trop si c'est sa copine, enfin bref, peu importe. Et en fait, ce gars, il me donne un livre qui s'appelle L'âme dénouée. Donc je lis ce livre en anglais, donc je galère parce que je comprends rien, je dois relire tout 4 fois parce qu'à l'époque mon anglais c'est la cata, enfin OK, j'ai étudié 1 an à Londres, mais les sciences politiques donc tout est transparent, c'est que des mots transparents. Donc là quand il s'agit de philosophie, psychologie, etc., il y a plus personne quoi. Je comprends rien mais bon bref, et en fait je lis le livre. Et en fait le livre c'est exactement ça. Ça parle de cette voix que t'entends dans ta tête, qui te fait péter un câble, et en gros, il t'explique que cette voix, c'est ton ego. Et qu'en fait, tu le détestes, il fait que te rabaisser parce que t'es pas du tout en phase avec toi-même, qu'en fait, à l'intérieur de toi, t'as d'un côté ton ego et de l'autre côté ta conscience, et qu'en fait, ils sont en conflit constant. Donc je comprends ça, ok, et le livre me dit, ouais, il faut qu'en fait, tu rejettes cette voix, que tu arrives à la faire taire, que tu la domines. Donc écoute, je m'entraîne, machin et tout, et puis j'arrive plus ou moins, et puis je continue de lire le livre, et en fait, plus les chapitres avancent, et après le livre te dit, en fait, ton ego, il faut pas que tu le rejettes, en fait, il fait partie de toi, c'est ton intelligence. C'est lui qui va être capable de te dire, là tu fais de la merde, ou là il va t'arriver un truc, ou là t'as une mauvaise intuition. C'est ton instinct, c'est ton intuition, c'est ton intelligence. Voilà, c'est un peu un mélange de tout ça. Le livre explique que il faut arriver à dompter l'ego, c'est-à-dire à lui dire c'est bien, t'es là, je t'accepte, mais tu diriges pas ma life. Je t'écoute parfois, je prends note de ce que tu me dis, j'agis ou je pense en conséquence ou non. Donc en fait c'est un peu, je sais pas, j'ai jamais pensé à ça, mais je me dis
C'est un peu genre du libre arbitre interne. Donc voilà, donc je lis ce livre et je me sens beaucoup mieux. Bref, l'Américain, on passe les détails, mais il dégage de ma vie parce que c'était vraiment un mec chelou. Et je lui rends quand même son bouquin, mais je suis guérie en fait. Je suis guérie parce que j'ai compris et j'arrive à dompter cette voix, j'arrive à avoir la sagesse de l'accepter et tout. Et puis, je décide de partir dans un autre endroit de la Thaïlande, puisque ça fait 2 semaines que je suis à Koh Lanta. Et je rencontre des gens là-bas, je fais mon premier film avec un producteur et un réalisateur français, Gonzague. Je rencontre des filles qui voyagent aussi en solo, du coup on devient un peu un groupe, on fait des activités ensemble et tout. Enfin, c'est vraiment super. La vraie vie de backpacker, de rêve. Puis, on reste quelques jours là-bas. Je reste 3 semaines, moi, parce que je me fais la cheville et c'est pour ça que j'ai le temps de faire mon premier... Enfin, je me tords la cheville et c'est pour ça que j'ai le temps de faire mon premier film avec Gonzague. Et puis, les filles vont à Koh Tao et il y en a une d'elles qui me dit « Amé, moi, je loue un appart là-bas pendant 2 mois. Si tu veux, tu peux rester chez moi gratos. » Du coup, je dis « Ok, super, j'y vais. En plus, moi, je veux voir des requins. C'est mon rêve, donc let's go. » Donc voilà, je pars à Koh Tao et je reste avec les filles, je rencontre d'autres gens, donc 2 gars avec qui je vais vivre ensuite au Cambodge pendant quasiment 1 an et demi, suite au Covid, puisqu'à cette époque, bien sûr, le Covid n'est pas encore arrivé. On est vraiment juste avant, en fait. Je vis ma vie là-bas, je me sens super bien, je me sens trop épanouie. Aussi, je suis entourée de gens, je suis moins seule. Et puis, petit à petit, dans mon cerveau, cette histoire de conscience, d'ego, fait son chemin. Et en fait, ce que je réalise à ce moment-là par rapport à l'ego, c'est que, voilà, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est mon cerveau qui comprend pas ce que je suis en train de faire, qui est en train de remettre en cause tout ce que je crois depuis que je suis née, qu'il faut que j'ai un job, qu'il faut que je trouve un mec, que j'ai un gosse, enfin voilà, que je vive une vie, que j'arrête d'avoir peur de l'avenir, en fait, que je me mette au chaud, que je me mette en sécurité, quoi, que j'ai le confort et la sécurité. Avec mon départ soudain de la France, avec l'idée, mais vraiment de ne plus jamais vivre en France. Enfin, pour moi, c'est bon, j'ai donné, quoi. J'ai passé 20 ans là-bas, puis j'ai repassé 3 ans là-bas. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, j'ai tout vu, c'est bon, quoi. Enfin, j'ai tout vu, pas en termes de voyage, il y a plein d'endroits à visiter en France, mais je veux dire en termes de mode de vie, j'ai fait le tour du tour du tour du tour. Donc pour moi, il est pas du tout question de rentrer, de vivre là-bas, quoi. C'est où je vis à l'étranger, où je vis en itinérance. Sauf qu'à l'époque, vivre en itinérance, c'est un rêve irréalisable pour moi. Alors bien sûr, j'y suis arrivée, ça m'a pris 3 ans, mais au final, à l'époque, je pense pas que c'est possible. Je me dis, je vais vivre 6 mois au Brésil, puis 6 mois en Thaïlande, puis 6 mois là, voilà, je trouverai des jobs à l'ambassade, à l'Institut français, ou peut-être dans des entreprises françaises éventuellement, ou même des entreprises étrangères. J'ai 3 masters, je parle 4 langues, c'est bon, je vais m'en sortir, quoi. Tout ce conflit interne, c'est vraiment parce que mon cerveau, il comprend pas que je dis merde à tout, en fait, et que je sais même pas vers quoi je me dirige. C'est complètement spontané. Je vis au jour le jour, je me demande pas ce que je vais faire dans 10 ans, dans 5 ans, dans 1 mois. Je pense à rien, en fait, je m'en fiche. Je veux juste vivre dans l'instant présent. Et à ce moment-là, je suis dans l'instant présent. Et en fait, c'est ça qui est dingue. C'est qu'à ce moment-là, je suis tellement dans l'instant présent que mon cerveau, il se dit, mais qu'est-ce que tu fous? T'es trop dans l'instant présent. Il faut quand même penser à la vie, tu vois. Donc à l'époque, je suis sur le point d'avoir 27 ans. Et en fait, le pacte que je fais avec moi à ce moment-là, c'est jusqu'à mes 30 ans, je ne me pose pas la question, je ne me pose aucune question par rapport à la carrière, au travail, à l'argent. C'est-à-dire que de l'argent, s'il faut, j'en trouverai. Je peux te faire ce job ici et là. Enfin, c'est pas compliqué de travailler quand même. Je veux dire, voilà, c'est un peu la base, en fait. Tous les gens dans le monde entier, même qui ont 0 éducation, ils gagnent leur vie. Donc la question se pose pas. Je me laisse 3 ans là, à partir de maintenant, pour me trouver, pour vivre dans l'instant présent et pour profiter de la vie. Et quand j'aurai 30 ans, oui, je me dirai peut-être, oh, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, nanana. Et pareil pour les gosses. Je me dis que je me laisse 3 ans de plus que ça. Jusqu'à 33 ans, je me pose pas de questions sur les gosses. Je me demande pas si j'en veux ou si j'en veux pas. Et quand j'aurai 33 ans, je me regarderai dans une glace et je me dirai, ok, tu veux des gosses, oui ou non, et ensuite, éventuellement, prendre des dispositions pour ou pas. À l'époque aussi, je suis en plein milieu de faire un challenge pour rester célibataire. Donc en fait, mon objectif, c'est de rester célibataire pendant 3 mois. Et une fois que j'ai réussi à rester célibataire pendant les 3 premiers mois, je me dis, allez, pourquoi pas le faire pour 3 mois de plus? Évite de tomber amoureuse. Moi, je suis le genre de fille, je tombe amoureuse toutes les 2 secondes parce que j'aime trop aimer, j'aime trop l'amour, j'aime trop tous ces trucs, en fait. Donc, je vais expliquer un autre truc, en fait, qui se passe dans ma tête depuis très longtemps avant ça. Parce qu'en fait, ok, là, je vous raconte le moment où je prends les dispositions pour dire merde à tout. Mais en fait, tout ça, c'est un plus long processus, en fait. Il faut savoir que quand j'avais 15 ans, ma sœur, elle est partie vivre en Amérique latine et elle est jamais revenue. Elle a fait sa vie là-bas. Donc en fait, pour moi, c'est normal d'aller vivre dans un autre pays. Ma sœur l'a fait, a réussi, donc je peux le faire et le réussir. Donc en fait, il faut savoir que déjà, pour moi, depuis que j'ai 15 ans, c'est possible de vivre une vie différente. Cependant, dans ma tête, en fait, il y a un truc psychologique. C'est-à-dire que je vois, c'est vraiment difficile à expliquer, hein, mais en fait, quand je suis en train de penser dans ma tête ou que je ferme les yeux ou que je vais m'endormir,
il y a toujours cette image qui revient en fait. Il y a un homme, donc déjà pourquoi un homme alors que moi je suis une femme, hein, bonjour les stéréotypes, mais bon, j'y peux rien, c'est comme ça que mon cerveau est fait. Il y a un homme qui a une vie normale, il est en costard, mais c'est même pas un vrai homme, hein, c'est un dessin d'un homme en fait. Il a les traits, il a même pas de visage, c'est juste il a les traits en fait, comme un homme bâton un peu, mais un peu plus fringué si vous voulez. Et à côté de lui, il y a un autre mec qui est bleu, lui pour le coup, et qui se tient comme s'il faisait une danse. C'est un mec aventurier, c'est un mec qui part à l'aventure, qui vit à l'autre bout du monde, qui vit une autre vie. Et en fait, il faut savoir que de mes 15 à mes 20 ans, et là j'ai vraiment beaucoup d'émotions quand je dis ça parce que ça me donne limite envie de pleurer, mais en fait de mes 15 à mes 20 ans, je vois cet autre homme dans ma tête, et en fait, je me dis mais j'essaie de l'oublier en fait. Je me dis mais non, c'est pas ça la vie. Et au fond de moi, je sais qu'une autre vie est possible en fait. Au fond de moi, je sais qu'un autre mode de vie est possible, que c'est possible de vivre différemment que tout ce dont on nous met dans la tête depuis qu'on est petit, ce dont je parlais à la base, voilà, le lavage de cerveau qui convient à plein de gens. Et moi, je suis pas en train de critiquer les gens qui vivent ce que j'appelle moi une vie normale. Pas du tout. Déjà, normal, ça veut rien dire, mais vous voyez ce que je veux dire, une vie de la majorité. Parce que il y a des gens qui sont heureux comme ça, et tant mieux. Mais moi, c'était pas mon cas, en fait. Et en fait, pendant toutes ces années, je voyais cet homme dans ma tête et j'essayais de l'oublier. Et en même temps, il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait « Ah mais, ça c'est réel, ça existe, c'est possible en fait. Tu peux choisir ta vie. » Enfin, je me dis pas de manière aussi explicite « Tu peux choisir ta vie », mais c'est un peu ça le message. Et en gros, petit à petit, je suis tellement malheureuse que je finis par péter un câble, et quand je voyage en Europe, comme je raconte dans le podcast précédent, et que je rencontre ces deux mecs, et que je me rends compte que je peux voyager toute seule et qu'il m'arrivera rien et que je peux être heureuse comme ça, voilà, je décide de passer à l'action. Et c'est pour ça que je pars en Thaïlande. Et en fait, quand j'arrive en Thaïlande, mon cerveau, il pète un câble, et vraiment, c'est la seule vraie dépression que j'ai fait de ma vie. Alors ok, j'ai été malheureuse pendant des années quand j'habitais à Paris et tout, que j'avais un job normal, etc. Mais j'arrivais à survivre. Quand j'étais en Thaïlande, je pleurais tout le temps aussi, j'ai oublié de le dire au début, mais je pleurais tout le temps. J'étais dans l'eau, je pleurais, je marchais dans la rue, je pleurais. J'étais dans ma chambre, je pleurais, je me cachais pour pleurer. Enfin, c'était vraiment la vraie déprime. Et j'avais une boule à l'intérieur de moi. Et c'est un très bon souvenir aujourd'hui, hein, parce que ça a été le moment où j'ai réussi à tenir tête à moi-même, en fait. Et en fait, au moment où je suis en Thaïlande, mon cerveau, il pète autant un câble, parce qu'en fait, c'est dur à accepter. C'est dur à accepter que t'as 27 ans, et que ça fait, on va dire, 7 ans que tu décides de ta vie, depuis que t'as 20 ans, en tout cas pour moi, et qu'en fait, ça fait 7 ans que je fais de la merde. Ça fait 7 ans que je fais des études de psy pour avoir de la reconnaissance sociale. Je fais tel job. En fait, je fais que les trucs que par rapport aux autres, en fait. Mais rien n'est par rapport à moi. Alors ok, je veux rendre mes parents fiers, parce que eux, ils ont bossé comme des malades toute leur vie pour nous payer une vie. Et en gros, quand j'arrive en Thaïlande, et que je suis complètement submergée par la culture, la spiritualité, les paysages, le mode de vie des gens et tout ce qui est secondaire. La nourriture, la manière dont on voyage là-bas, tout ce qui est road trip, etc. Les backpackers, les voyageurs en sac à dos, et que je découvre encore plus de cet univers. Et en fait, à ce moment-là, mon cerveau, il explose parce que je suis en train de lui dire, mais en fait, oublie tout, on repart à zéro. Et en fait, c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai cette crise interne avec mon ego, et que heureusement, je rencontre l'autre taré d'Américain qui me file son bouquin et qui me sauve la vie, en gros. Parce que le bouquin, il me dit, ma poule, t'es pas seule, en fait. C'est normal ce que tu vis. T'es juste en train de passer à un autre niveau de conscience, qui c'est la maturité. Alors il y en a qui vont le vivre différemment, mais bon, moi je suis une personne plutôt dans les extrêmes, et donc du coup forcément une telle prise de conscience, et surtout pour sortir de sa zone de confort et pour passer au niveau supérieur, il fallait vraiment passer par un moment vraiment difficile et très intense, qui a été justement cette période de dépression en Thaïlande, quoi. Donc voilà. Donc au final, je vais résumer cet épisode parce que c'est un peu spirituel et très assez compliqué. Je sais pas si j'ai vraiment réussi à expliquer, mais en gros ce que je vais dire, c'est que grâce à ma sœur, depuis très longtemps, je savais qu'un autre mode de vie était possible. Cependant, je ne l'acceptais pas, je me mentais à moi-même. Et ça, c'est vraiment valable que pour moi. Je suis pas en train de donner des leçons aux gens pour leur dire « Oh, votre vie c'est de la merde, remettez tout en question et partez vivre à l'aventure. » Chacun sa life. Et d'ailleurs, j'ai plein de copines qui me disent « Ah mais
tu vends du rêve, mais je pourrais jamais vivre comme toi. C'est beaucoup trop roots, c'est beaucoup trop incertain, précaire et tout. Donc, en gros, voilà. J'avais cette prise de conscience que je n'arrivais pas vraiment à m'avouer à moi-même, je me mentais à moi-même. Et en fait, le fait de partir en Thaïlande, j'ai eu un espèce de choc émotionnel et culturel et qui a fait qu'en fait, mon cerveau, il a voulu lutter contre ça. En me disant, mais qu'est-ce que tu fous? T'es une merde, t'y arriveras jamais. Mais qu'est-ce que tu crois? Toutes ces phrases. Toute la journée, non-stop. Grâce au livre, j'ai pu voir que, non, j'étais pas la seule et que j'étais pas folle et que j'étais pas vouée à être malheureuse toute ma vie, mais que je pouvais choisir ma vie. C'est à partir de là que j'arrive au premier niveau où je me dis, ok, je suis libre, je peux faire ce que je veux. Techniquement. Parce qu'après, dans la vie réelle, faire ce que je veux, c'est pas si simple. Et je raconterai ça dans les prochains épisodes de ce podcast. Comment, justement, tu mets en place ta vie complètement à côté du système. Faut tout créer, en fait. T'es complètement en train de marcher à contresens du reste du monde, mais t'y crois. Parce qu'au fond de toi, t'as la foi. Et aussi, la foi, c'est quelque chose qui a été très important dans ma vie. Alors, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est pas un truc institutionnel. La foi, c'est croire que tout est parfait, que tout est possible, et croire chaque jour que on fait les choses pour le mieux, en fait. Et donc, j'ai trouvé la foi au Cambodge, dans les temples d'Angkor, et je raconterai ça aussi dans un autre épisode qui, à mon avis, sera dans le même épisode que le prochain. Merci à tous de m'avoir écouté. Désolée si ce podcast était peut-être trop conceptuel, mais c'est vraiment quelque chose que j'avais vraiment besoin de partager parce que c'est des choses personnelles, mais qui sont aussi universelles et qui sont très profondes et qui sont très difficiles à exprimer avec des mots, mais qui, je pense, parleront à d'autres. Dans le prochain épisode, je vais raconter comment j'ai trouvé la foi au Cambodge en plein Covid et aussi de parler de comment j'ai décidé en fait de ne pas rentrer en France malgré le Covid, mais de rester en Asie quoi qu'il arrive. Parce qu'en fait, tout ça, c'est le même processus, si vous voulez. Il y a rien qui est laissé au hasard. Tout était décidé d'avance, mais il fallait juste que j'arrive à avoir les couilles de le faire par rapport à moi, par rapport à mon environnement, par rapport à mon conditionnement social. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous a plu. S'il vous plaît, laissez un commentaire pour donner votre avis, même si c'est négatif, mais avec plaisir, parce que moi, j'ai besoin d'apprendre. Merci encore. N'hésitez pas aussi à partager le podcast à des gens à qui vous pensez que ça les intéresserait d'écouter ce que je raconte ici-bas. Merci à tous. C'était le 2e épisode de Vivre en voyage by Amé, le podcast. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.